Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce matin à notre webinaire sur l'agilité et l'intelligence artificielle. Quel lien on peut faire? Je m'appelle Manon Peterman, je suis collaboratrice scientifique à la Haute École de gestion du canton de Vaud et dans mes activités, je coordonne aussi les activités de la Fabrique de l'agilité et j'ai le plaisir d'animer ce matin ce webinaire avec vous. Donc, ça va se passer de la manière suivante. Déjà, quelques bonnes pratiques. Vous aurez l'occasion, durant la table ronde, de pouvoir poser des questions, mais aussi pendant le début de ce webinaire où on aura une présentation un peu plus théorique, contextuelle du sujet de l'IA et agilité. Là aussi, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Nos intervenants pourront répondre directement dans le chat ou durant la table ronde, je reprendrai ces questions. Vous aurez accès, après le webinaire, à la présentation, le replay, une synthèse des questions et réponses, donc qui vous sera envoyée dans le courant de la semaine prochaine. Ce matin, nous allons commencer avec un petit mot de bienvenue de Marie Blazer, qui est donc membre du comité. Ensuite, on aura un contexte théorique de Jeanne Laliberté. Et puis, on aura une table ronde avec différents intervenants qui témoigneront de comment l'IA est utilisée, vécue dans leur entreprise et quel est le lien qu'on peut faire avec l'agilité ou pas. On verra ensemble. Et finalement, je conclurai cet événement en vous parlant de nos prochains événements. Donc, d'abord, Marie, donc tu es en charge du développement durable au sein de l'OICO et tu es membre du comité depuis ses débuts. Donc, je te laisse le micro, Marie, pour nous présenter un petit peu la fabrique de l'agilité. Bonjour et merci Manon, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler de la Fabrique de l'agilité. Donc, qu'est-ce que c'est la Fabrique de l'agilité? C'est d'abord un réseau inter-entreprises pour vraiment mêler les entreprises qui vivent l'agilité au quotidien, mais pas que. C'est aussi l'idée de faire un pont avec les chercheurs et chercheuses pour les autres écoles, comme par exemple Manon le fait très bien. Il y a aussi tout un volet avec la partie des consultants, parce qu'on voit qu'on peut apprendre de l'expérience aussi des personnes qui accompagnent des organisations pour amener leur vision dans l'écosystème de la fabrique de l'agilité. Et la raison d'être de la fabrique de l'agilité, c'est vraiment de contribuer à l'évolution positive du monde du travail et de la société avec des nouvelles manières de faire vivre les organisations dans leur quotidien avec des pratiques plus innovantes et plus proches de la société. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi un partage d'expérience. On voit qu'il y a beaucoup d'événements qu'on fait comme ce matin, où l'idée, c'est d'apprendre des uns des autres et vraiment aussi de diffuser ces pratiques. On aime bien le faire avec nos membres, avec le monde académique, mais aussi avec l'externe. C'est pour ça qu'on partage aussi beaucoup de documents et de vidéos d'événements sur les réseaux sociaux. Nos membres, vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité. Alors, géographiquement, on est surtout présent, en Suisse romande. Vous pouvez voir entre Vaud, Genève, Neuchâtel, Fribourg, c'est là où il y a le plus grosse partie des entreprises qui nous constituent. Les secteurs d'activité sont variés. Il y a du conseil, du consulting, mais il y a aussi un grand volet sur la santé, et le côté social. Il y a aussi, les administrations publiques, la formation et la réinsertion, la culture, les industries. Donc on voit vraiment que beaucoup d'entreprises, qu'importe le type d'activité, se posent ces questions-là. Et on peut aussi voir qu'en termes de taille, on a une grosse partie des collaborateurs, collaboratrices entre 1 à 24 qui constituent ces entreprises, mais aussi de plus de 200. Donc on a vraiment une grande richesse face à cette diversité. Et c'est aussi bien des entreprises du secteur public que privé. Et suite à cette slide, le call to action, c'est comment vous pouvez faire pour devenir membre de cette super association. Vous pouvez voir ici les grilles tarifaires qui sont adaptées en fonction des tailles de votre organisation. Et qu'est-ce que sont surtout les avantages de faire partie de cette communauté? C'est des sessions de co-développement entre membres, c'est aussi des partages de bonnes pratiques. Il y a des visites d'entreprise qui sont organisées sur toute la Suisse romande. On a ces webinaires comme ce matin. Et on a aussi une super conférence annuelle qui a déjà rencontré beaucoup de succès lors des 2 premières éditions, et on se réjouit de vous accueillir cette année pour la suite. Et il y a aussi toute la question de soutien pour pouvoir partager entre membres, connecter avec d'autres entreprises qui peuvent avoir des projets similaires, et c'est toujours intéressant de voir comment elles ont réussi ou quels ont été aussi leurs challenges. Donc voilà, j'espère que vous serez intéressés à nous rejoindre. En tout cas, c'est avec plaisir pour vous donner plus d'informations, et aussi Manon se tient à disposition pour ça. Oui, tout à fait. Vous pouvez m'écrire sans problème à info@fablab.ch. Je réponds avec plaisir et rapidement. Merci beaucoup, Marie, pour cette introduction.
On va tout de suite démarrer. En fait, depuis cette année, on prend vraiment le temps au début de ces webinaires avec une introduction théorique qui nous introduit le sujet. Cette fois, on va avoir Jen La Liberté, que je pense la plupart d'entre vous connaissent si vous êtes un peu sur LinkedIn parce que Jehan est très actif. C'est un jeune entrepreneur qui va nous parler de l'IA. Jehan, je te laisse le partage d'écran. C'est bon pour toi? C'est tout bon. Parfait. Alors, merci Manon pour l'introduction. Très content d'être là aujourd'hui parmi vous, même si je ne vous vois pas. Donc, je m'appelle Jehan La Liberté. J'ai, comme l'a dit Manon, commencé sur les réseaux, donc sur Internet, à vulgariser la thématique, à partager des tutos depuis ma chambre. Et aujourd'hui, ça m'a amené à former et accompagner les entreprises dans l'utilisation et l'intégration de ces outils d'intelligence artificielle. Et pour ce webinaire, on m'a donné pour mission de poser le cadre historique et des enjeux autour de l'IA. Alors bon, le sujet de l'IA, c'est un sujet dont tout le monde parle depuis plus d'une année et demie maintenant. Euh, et pour la petite anecdote, selon le dictionnaire britannique Collins, c'est même devenu le mot de l'année 2023. Peut-être que vous en avez marre d'entendre ce mot. Après, je ne pense pas si vous êtes ici aujourd'hui, mais ce dont on parle peut-être moins, et c'est sûrement ça qui vous intéresse, c'est finalement quel lien peut-on faire avec l'agilité. Et c'est ça qui m'a intéressé dans la préparation de ce webinaire, car beaucoup, en fait, on parle beaucoup trop du quoi, donc de ce mot IA qui fait réagir, mais très peu du comment finalement. Il n'y a qu'à voir lorsqu'on parle de ce mot, il y a pour moi trois réactions possibles. La première, c'est celle-ci, donc complètement émerveillée par cette technologie. Elle voit que des opportunités, elle trouve ça génial au point de se dire, ah mais l'IA, c'est la solution magique. Donc tu lui fournis un document, tu appuies sur un bouton et magie, l'IA te fait tout le travail à ta place. Et toi, tu peux simplement aller te tirer un café. Alors désolé pour cette personne, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et en réalité, c'est même un très gros risque de penser comme ça, de penser que l'IA, c'est comme Superman, alors qu'en réalité, il faut le prendre comme si c'était un humain paresseux. J'aime bien dire ça. Donc, vous voyez ici l'interprétation de ChatGPT. Paresseux parce que si on lui donne pas assez de contexte, qu'on lui donne pas finalement les étapes à suivre pour accomplir une tâche spécifique, eh bien, il va certainement prendre le chemin le plus court pour y parvenir. Donc l'IA est très flemmarde. Donc voilà, c'est clair que quand on voit cette image, ça donne tout de suite moins envie de travailler qu'avec Superman. Mais le risque, en pensant que ces outils d'IA comme ChatGPT, eh bien, c'est comme des super-héros, c'est de se dire qu'elles pourront tout faire à notre place, comme ce cas qui a beaucoup fait de bruit en Amérique, où un homme a poursuivi en justice une compagnie aérienne et il a utilisé un avocat qui s'est servi de ChatGPT pour préparer sa défense, et notamment pour trouver des cas similaires qui avaient été jugés dans le passé. Et il les a présentés au juge, et le juge l'a regardé et lui a dit, ah, j'ai jamais entendu parler de ces cas auparavant. Alors l'avocat, en panique, est retourné vérifier sur ChatGPT, voilà, est-ce que c'est correct? Et ChatGPT lui a répondu, oui, oui, c'est absolument correct, je te le promets. Finalement, le juge a vérifié de son côté et apparemment, les cas étaient tous complètement inventés. Donc voilà, c'est un peu le risque quand on est un peu bouche bée face à l'IA. Et pour moi, il y a une deuxième réaction aussi possible, c'est celle-là. Je l'appelle le gars blasé ou le sceptique. Il y en a toujours hein, quand il y a de nouvelles innovations. C'est le genre de personne qui pense que l'IA, c'est un buzzword, une mode qui va finir à la poubelle. Alors, avec ce type de personne, je suis assez intransigeant. Pour moi, l'IA ne peut pas être un buzzword ou une mode, tout simplement parce que l'IA et l'automatisation existent depuis très très longtemps. Depuis 1950, pour tout vous dire. Alors bon, admettons que cette personne blasée soit un petit peu têtue et nous répond, ouais, comment ça fait que depuis une année et demie qu'on en parle. Ok, ce qu'on pourrait faire, c'est de tout simplement lui montrer où est-ce que l'IA était déjà présente dans sa vie avant toute cette médiatisation. Par exemple, quand il fait son shopping sur Digitech et qu'il y a des recommandations qui apparaissent, eh bien ça, c'était déjà de l'IA. La même chose quand on est sur Netflix et qu'il vient de terminer Game of Thrones et qu'on lui recommande une autre série, c'était aussi de l'IA. Ou lorsqu'il tape un email et qu'on lui propose la fin de ses phrases, pareil, c'est aussi l'IA. Et même sur son téléphone, alors là, attention,
il va être un peu choqué s'il apprend ça. Il y a même de l'IA où les modèles sont exécutés localement. On pose au Face ID, par exemple. Donc voilà, l'IA, comme vous l'avez vu, était déjà très, très présente. Alors oui, le sceptique a raison sur le fait que l'IA a beaucoup été médiatisée depuis une année et demie. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer, en fait, pourquoi on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Car selon moi, ce qu'on est en train de vivre, et c'est ça qui me passionne le plus de vivre dans cette époque, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui le point d'inflexion. Ce qui change aujourd'hui, c'est que l'IA a une capacité à produire des résultats souvent indiscernables de ceux créés par les humains. Et c'est vraiment le mot indiscernable qui fait beaucoup, beaucoup réagir aujourd'hui. On pourrait se dire, voilà, c'est de nouveau un enjeu technologique. Pas si sûr de ça. On l'a vu, ça fait des années que cette technologie existe. On a même été longtemps déçus de cette technologie. Je dirais que c'est plutôt un enjeu philosophique. Pourquoi je pense ça? C'est parce qu'on s'aperçoit avec l'arrivée de ces outils d'intelligence artificielle dans le contexte professionnel, eh bien pour moi, les cartes sont complètement redistribuées. C'est ça qui vient finalement un peu nous chatouiller, un petit peu nous humains, parce que finalement le pouvoir ne revient plus au sachant, celui qui détient la connaissance, comme maintenant elle est accessible sur son téléphone en tout temps. Et avec l'IA, ça s'est accéléré. Maintenant, pour moi, le pouvoir revient aux personnes qui sauront poser les bonnes questions, qui sauront interagir avec ces intelligences artificielles. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on ne passerait pas d'une ère où le savoir demandé deviendra plus important que le savoir-faire? Et moi, il y a deux catégories en fait de personnes qui sauront poser les bonnes questions et du coup, qui sauront mieux utiliser ces outils d'intelligence artificielle. La première catégorie, c'est pour moi les experts du domaine. Forcément, car comme ils sont experts de leur domaine, eh leurs questions seront beaucoup plus pointues et pertinentes. Ils vont savoir challenger ces outils. La deuxième catégorie, ce sont pour moi les plus créatifs parce qu'ils seront assez curieux pour poser suffisamment de questions et finalement réduire ce gap au niveau de la connaissance. Donc on retrouve des compétences de créativité, d'esprit critique, et je ne suis pas si sûr qu'on en fait développe beaucoup ce type de compétences en entreprise et encore moins à l'école. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'IA surpasse désormais les performances humaines dans des domaines comme la reconnaissance d'images que vous voyez ici en jaune et la compréhension de texte en rose. La ligne sur le graphique ici représente la performance humaine à 100%. Donc tout ce qui est au-dessus signifie que l'IA fait mieux que nous. Et il faut noter aussi que la pente de cette courbe devient de plus en plus raide. Donc ce qui veut tout simplement dire que l'IA prend de moins en moins de temps à nous dépasser sur une tâche. Du coup, quand l'IA nous surpassera sur tout, eh bien, forcément, ça va remettre en question pas mal de choses. Notre rôle, nos emplois, notre rapport au travail et finalement nos modèles organisationnels. Donc, vous comprenez mieux pourquoi je pense que c'est plus un enjeu philosophique que technologique. Car quand on tombe en fait sur ce genre de statistiques, que d'ici 2027, 83 millions d'emplois seront supprimés, eh bien, cela m'amène à vous introduire aussi la troisième réaction possible face à l'IA. Alors là, il n'y a pas besoin de la décrire, hein, complètement apeurée, tétanisée par l'évolution rapide. Elle a tout simplement peur de se faire remplacer par l'IA. Donc là, je vous remets finalement, et je vous ai présenté les trois réactions possibles face à l'IA. Et finalement, ces trois réactions, elles ont été personnifiées sous forme d'individus pour l'exemple, mais concrètement, la plupart des entreprises actuellement peuvent s'identifier et se retrouver en elles. Et même si ces réactions soient différentes les unes d'entre elles, elles ont selon moi un point commun qu'elles partagent. Et ce point commun, c'est l'inaction, en plus d'être aussi générée par l'IA pour préciser. Mais pour moi, ces trois réactions sont passives. Ces trois personnages ne passent pas à l'action. Que ce soit par peur, excès d'enthousiasme ou scepticisme, bah, les trois, en fait, ne passent pas du tout à l'action. Et puis pour moi, passer véritablement à l'action, c'est de mettre les mains dans le cambouis, ok, de commencer à tester ces outils, de jouer un petit peu avec, quel que soit finalement votre avis. Déjà, premièrement, pour se faire une vraie question, hein, enfin, se faire un vrai avis pardon, sur la question, pour pouvoir comprendre les limites, les opportunités, le potentiel, mais aussi les menaces de l'IA. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent en bien comme en mal. Donc voilà, c'est hyper important de
tester en fait ces outils par vous-même, car l'important pour moi, c'est vraiment votre volonté d'expérimenter, de vous adapter et d'apprendre. Et j'aime bien voir l'IA comme une sorte de terrain de jeu. On teste ces outils dans un cadre défini d'expérimentation. On ne peut pas simplement voilà, balancer ces outils dans l'organisation et dire voilà, on va être plus productif et ci et ça. Il faut vraiment en fait instaurer ce cadre qui doit être défini par l'organisation. Parce que finalement, ce terrain de jeu, bien, on va s'amuser en testant ces outils. Des fois, bah, on se pète un peu la gueule, mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est dans un cadre défini d'expérimentation. Pour moi, passer à l'action, c'est aussi et surtout savoir de quoi on parle. On ne peut pas prétendre être branché IA si seulement 2 personnes dans la boîte savent de quoi on parle. Mais comme ce terme IA est jeté à toutes les sauces, je pense important qu'on s'entende sur le mot intelligence artificielle et sa définition, alors sans rentrer dans les aspects techniques, parce que finalement, beaucoup connaissent ce terme. Mais quand je demande à quelqu'un de définir ce que c'est l'IA, là, tout de suite, en une phrase, la réponse ressemble souvent à ça. Ok, bon, donc pour éviter ça, je vous partage une définition simple et courte de l'IA que vous pouvez réutiliser. L'intelligence artificielle est la science dont le but est de faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. Et souvent, on pense que l'IA, c'est que ChatGPT. C'est le raccourci finalement facile, comme quand on parle de crypto, on pense forcément au Bitcoin. Voilà, ça c'était la définition facile en une phrase. Mais j'ai envie de vous partager une autre infographie qui explique visuellement et de manière assez vulgarisée ce que c'est l'IA en plus détaillé. Donc c'est Aspen Digital Institute qui fait plein de contenus d'ailleurs très intéressants sur le sujet. Et eux, ils définissent l'IA en 2 catégories. La première catégorie, c'est les systèmes symboliques. Donc, qu'est-ce que c'est ce terme complexe? C'est finalement en fait une IA qui fonctionne sur des règles et des logiques prédéfinies pour prendre des décisions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi pas, j'étais pas encore né, c'était en 1997 quand Deep Blue, un super ordinateur, avait battu Garry Kasparov, champion du monde d'échecs. Donc déjà en 1997, on utilisait de l'IA. Un autre exemple qui utilise ce genre d'IA, c'est un jeu que tout le monde connaît, Pac-Man, qui utilisait déjà cette forme d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas trop ce qu'on parle aujourd'hui dans les news, depuis maintenant plus d'une année et demie, comme ce n'est pas hyper sexy, le terme système symbolique. Aujourd'hui, on entend plus parler de machine learning, c'est plus cool. Donc, c'est finalement l'apprentissage automatique. Donc, en gros, c'est un système qui apprend et s'améliore à partir de données. Et il y a plusieurs catégories quand on parle de machine learning. La première, ici en rouge, c'est la classification. C'est le fait d'apprendre à un algorithme à classer des données en catégories. Un exemple concret, on montre à un algorithme beaucoup d'images de chats et de chiens en les labellisant. C'est comme ça que le système apprendra et sera capable, lorsqu'on lui donnera une autre image, une nouvelle image, de nous dire si c'est un chien ou si c'est un chat. Ensuite, vous avez le clustering. C'est le fait de demander à l'IA qu'est-ce qui est similaire. En gros, on lui demande de regrouper les éléments ensemble. Un exemple concret, Spotify, service de streaming musical, qui utilise cet algorithme pour regrouper les musiques en différents genres. Ensuite, vous avez le reinforcement, c'est-à-dire essai et erreur. Donc, c'est un algorithme qui va apprendre à prendre des décisions en recevant des récompenses pour les actions positives. Typiquement, ChatGPT utilise ce système-là pour améliorer son propre modèle. Quand il nous propose, typiquement, peut-être que ça vous a déjà arrivé, quand il nous propose 2 types de réponses. Et en choisissant l'une d'elles, ça va transmettre un feedback à l'outil et ça va fonctionner un petit peu comme un système de notation avec un pouce en haut et un pouce en bas. Et finalement, la dernière catégorie, celle dont on entend le plus parler, c'est la catégorie des intelligences artificielles génératives. Donc, c'est le fait de créer de nouvelles choses. Et ChatGPT fait partie de cette classification. Donc, voilà pour la définition rapide de l'IA. Tout ça pour dire que l'IA, c'est bien plus que ChatGPT. Mais il est évidemment qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de ce type d'intelligence artificielle générative. Tout simplement parce que l'écosystème de cette catégorie est juste énorme. Il y en a tellement qui sortent tous les jours, comme vous pouvez le voir sur cette image-là. Il y en a de tous les côtés, pour toutes les catégories, que ce soit pour la productivité, la musique, le sport, les images. On peut vite être submergé et perdu. Et finalement, en fait, la prochaine diapositive que j'ai envie de vous montrer résume plutôt bien tout ce que je viens de vous raconter et cette accélération, en fait,
en fait, massive de ces outils d'intelligence artificielle. Donc, en résumé, l'IA, c'est pas nouveau, hein, comme je l'ai dit juste avant, mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle, en fait, ces intelligences artificielles évoluent. Et ça ira de plus en plus vite. Et cette statistique le démontre bien. C'est une étude assez intéressante d'Accenture qui ont réalisé un sondage auprès de personnes ayant un poste de niveau C. Donc, c'est tous les postes à haute responsabilité qui commencent par un C, CEO, Chief Officer, bref. Vous m'avez compris. Et ces personnes-là croient que si leur entreprise n'intègre pas massivement l'IA dans les 5 prochaines années, elle risque simplement de disparaître. En gros, celles qui resteront statiques risquent très gros. Et en lisant cette statistique, ça m'a fait penser à la citation d'Albert Einstein que vous connaissez sans doute. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, ce qui veut dire qu'il faut savoir rester en mouvement. Donc, la pire chose à faire, c'est de rien faire, de rester dans le déni, apeuré ou bouche bée, comme on l'a vu avec nos 3 réactions. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a différentes façons de rester en mouvement, comme il y a différents modèles de vélo. Est-ce qu'on va prendre un modèle électrique, un tricycle, un VTT, bref, le modèle que aujourd'hui j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est celui-là. Vous êtes en train de vous dire, mais il s'est trompé de thème, lui, qu'est-ce qu'il nous parle de vélo depuis 2 minutes? Mais pour moi, en fait, ce vélo que vous voyez à l'écran, il représente le modèle de l'agilité. Je vois la structure de ce vélo comme je vois les structures d'entreprise avec peut-être une structure en carbone, synonyme d'agilité, de fluidité ou encore d'adaptabilité. Et ce qui m'amène du coup à faire le lien direct avec les entreprises agiles qui, par définition, consistent à développer la réactivité dans l'organisation en s'appuyant sur l'intelligence collective de collaborateurs autonomes afin de créer une valeur et répondre aux besoins de l'ensemble des parties prenantes. En résumé, pour faire le lien avec la citation d'Albert Einstein, l'entreprise agile, c'est une entreprise qui bouge, qui reste en mouvement, qui est réactive. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce modèle-là est le plus adéquat pour gravir cette montagne de l'IA? Alors, avant de s'attaquer à une telle ascension, il y a selon moi quelques notions fondamentales à considérer. Car même si la majorité des personnes semblent être d'accord en fait sur l'importance de développer l'agilité au sein des organisations, il y a encore pour moi un défi, c'est de se mettre d'accord finalement sur ce que signifie réellement ce terme si souvent utilisé. C'est comme quand en fait le vendeur te partage toutes les caractéristiques du vélo, mais que tu comprends rien. Alors oui, vous avez en face de vous le tout nouveau modèle, le Cyclone Extreme, un bijou technologique équipé d'un cadre en nanocomposite de carbone. Bref, c'est un peu la même chose hein, quand on essaie d'expliquer l'agilité en entreprise. Alors, je me suis prêté au jeu et je me suis surtout aidé de ChatGPT en lui demandant d'aller analyser le site internet de la fabrique de l'agilité pour justement puiser dans leurs recherches et d'utiliser la métaphore du vélo pour expliquer et définir la notion d'agilité. Et voici ce que ça a donné. Alors, on retrouve notre fameux vélo agile, hein, mais avec en plus les 4 caractéristiques clés du vélo, qui représentent ici les 4 grands courants théoriques de l'agilité. Commençons par le premier, l'agilité stratégique, représentée ici par le guidon. Donc ce guidon, en fait, il permet de diriger et d'orienter le vélo, tout comme l'agilité stratégique guide l'organisation dans sa capacité à s'adapter rapidement. Ensuite, vous avez les roues, qui pourraient symboliser ici à l'agilité opérationnelle. C'est le deuxième courant. En fait, ces roues vont permettre au vélo de rouler et d'avancer, tout comme l'agilité opérationnelle permet à l'organisation de progresser en créant des produits, des services qui vont répondre aussi aux changements de l'environnement. La troisième caractéristique clé du vélo agile, c'est le siège pour la gouvernance agile. Donc, il va offrir le confort et le support nécessaires pour maintenir l'engagement et l'autonomisation des employés. Et finalement, dernier courant théorique, donc c'est la chaîne et les engrenages en fait qui renvoient à l'agilité des modes de travail et qui représentent ici les mécanismes qui vont permettre, grâce aux technologies digitales, un mouvement efficace et adaptatif. Finalement, ce modèle d'agilité ne serait-il pas le terreau fertile pour intégrer ces intelligences artificielles? Alors, chaque jour, voilà, de nouvelles IA sortent, ce qui, en fait, exige de nous un tri constant et une capacité à s'adapter aux évolutions et à l'impact que ces outils peuvent avoir sur une tâche, sur un processus, sur un métier et même un business model entier. Donc, on doit donc s'adapter non seulement aux outils, mais aussi à leur intégration. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai regardé une conférence de Sam Altman, CEO d'OpenAI,
qui a dit lors d'une conférence à l'université de Stanford que GPT-4, donc le modèle le plus performant de ChatGPT, est le modèle le plus limité que vous aurez jamais à utiliser, et de loin. En gros, ce qu'il est en train de nous dire et de nous faire comprendre, alors bien sûr, c'est pour créer le buzz autour, il y a une partie de ça, mais ce qu'il veut dire, c'est que en fait, c'est simplement le début et que ça va aller de plus en plus vite. Du coup, on revient à notre sujet central qui est l'agilité. Finalement, s'adapter au nouveau rythme de changement est, selon moi, l'une des plus grandes compétences aujourd'hui. Alors, ces quatre caractéristiques du vélo dont je vous parlais juste avant se traduisent plus concrètement par la théorie des quatre portes d'entrée de l'agilité que la Fab Lab a définie dans ses travaux. Eh bien, ces quatre portes ici peuvent, selon moi, être un bon point de départ pour penser et réfléchir intégration IA, que ce soit par la porte stratégique, opérationnelle, gouvernance ou des modes de travail. L'IA aura de toute façon un impact dessus. Et ce, pour moi, à trois niveaux différents. Au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe et au niveau de l'individu. Plus concrètement, au niveau organisationnel, c'est primordial et hyper important de clarifier comment stratégiquement on va l'adopter. Donc on parle de créer ici des chartes éthiques, des politiques RH adaptées. Bref, tout simplement en fait créer un cadre qui soit clair pour tout le monde avec des règles du jeu. Je lâche un questionnement ici comme ça. Peut-être est-ce qu'il faudrait en fait intégrer l'utilisation de l'IA comme critère de performance? Est-ce qu'une personne qui utilise l'IA doit être évaluée de la même manière qu'une personne qui n'utilise pas l'IA? Vous voyez, ça ouvre plein de questions, que ce soit au niveau RH, mais au niveau organisationnel et stratégique. Ensuite, encore au niveau de l'organisation, il y a aussi la formation des collaborateurs qui sera importante pour que toute l'organisation se familiarise avec l'IA. Il ne faut pas juste informer, il faut former, il faut upskiller. Donc, on parle souvent du sentiment d'urgence face à l'IA. Il ne faut pas que tu rates le train, il faut que tu ailles vite. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas vraiment le feu au lac, parce que en réalité, personne ne sait véritablement comment s'y prendre. Et pour moi, en fait, l'état d'esprit des pratiques et des méthodologies agiles qu'on connaît, eh bien, sont des moyens en fait, assez efficaces d'aborder ce projet d'intégration. Il faut tester, apprendre des erreurs, avancer par itération. Par contre, là où pour moi il y a urgence, et surtout à la vitesse où l'IA évolue, c'est dans la sensibilisation, la formation. C'est là qu'il ne faut surtout pas prendre de retard pour les raisons en fait qu'on a explicitées juste avant. Et dernier point pour l'aspect organisationnel, c'est l'importance de fournir à tout le monde les outils nécessaires pour justement naviguer en fait dans cet environnement. Et pour ça, c'est important de mettre en place une équipe diversifiée et interdisciplinaire qui couvre vraiment tous les aspects du projet d'intégration IA. Donc ça va du stagiaire, littéralement, au CEO. Il faut vraiment aborder, enfin, impliquer tout le monde dans cette intégration. Ensuite, au niveau de l'équipe, eh bien, l'IA, en fait, ça ne se décide pas seulement au conseil de direction ou d'administration, ça se vit sur le terrain. Il faut que les équipes participent à définir et à prioriser les utilisations de l'IA. C'est vraiment eux qui sauront ce qui peut être amélioré au quotidien. Donc, les équipes vont devoir justement évaluer comment l'IA peut les aider à optimiser leur processus et identifier les tâches qui pourraient être assistées par l'IA ou non. Et là, ce processus, il doit vraiment être collaboratif. Donc, il doit être analysé, discuté ensemble pour justement garantir cette adoption de l'IA pour que ça soit efficace et bénéfique pour tous. Et finalement, au niveau des individus, si on fournit les outils et le cadre, après, c'est en fait à chacun de ne pas rester bloqué dans le déni, l'excès d'enthousiasme ou le scepticisme, comme on l'a vu dans les réactions au tout début de ma présentation. Donc, on veut que chacun, en fait, finalement, prenne les devants. Le modèle d'agilité nous pousse à être autonome. OK, mais ça veut dire que on espère voir nos collaborateurs prendre l'initiative de se former, d'explorer les outils d'intelligence artificielle par eux-mêmes et de finalement cultiver, ce que j'aime bien dire en quelque sorte, cet état d'esprit IA. Donc de tester ces outils, de s'engager dans leur utilisation, de proposer par exemple des améliorations. Et c'est cet état d'esprit en fait qu'on cherche à développer dans une entreprise agile. Donc voilà comment en fait l'IA touche chaque niveau de l'agilité. Par contre, chaque niveau a son rôle à jouer et c'est en articulant tout ça que l'adoption et l'intégration de l'IA pourra se faire dans les meilleures conditions. Car finalement, pour les entreprises déjà agiles, eh bien, ça ne va pas changer grand-chose, que ce soit l'intelligence artificielle, quel que soit le changement, ce modèle agile est censé développer l'adaptabilité et la réactivité dans l'organisation. Je ne dis pas que ça va être une partie de plaisir pour ces entreprises agiles,
Maintenant, pour les entreprises qui se disent agiles, ça, c'est autre chose. Parce que l'ascension de cette fameuse montagne de l'IA, eh bien, pour le coup, viendra challenger et tester à quel point cette agilité est ancrée chez elles. On parle d'IA aujourd'hui, mais au fond, ça va soulever d'autres questions, hein, et mettre en lumière des points d'amélioration au niveau du système organisationnel actuel de cette entreprise. Par exemple, en adoptant l'IA, bah, vous pourriez peut-être découvrir que vos collaborateurs ne sont pas aussi autonomes que vous le pensiez. Vous allez peut-être remarquer une résistance au changement. Ça peut peut-être relever une peur pour leur emploi, qui va peut-être indiquer peut-être un manque de confiance dans l'organisation. Ce qui va nous amener peut-être à attendre d'eux qu'ils se remettent en question et qu'ils prennent, eux, des initiatives, notamment dans la définition des cas d'utilisation de l'IA, comme on l'a vu juste avant. Donc là, l'IA va également aussi tester finalement un autre aspect crucial, selon moi, dans cette entreprise agile, l'importance d'une approche collaborative. Donc l'IA ne transforme pas seulement nos outils ou nos produits ou nos services, elle va aussi transformer la manière dont nous travaillons ensemble. Elle va nous obliger à réévaluer et à renforcer aussi notre capacité à collaborer, à innover ensemble et aussi à partager les responsabilités. Alors, on a parlé des entreprises agiles, de celles qui pensent être agiles ou plutôt qui tendent vers l'agilité. Et de l'autre côté, on a les entreprises qui n'ont pas encore adopté de pratiques agiles ou qui ne connaissent peut-être pas ce modèle ou qui s'y intéressent. Eh bien, celle-ci, j'ai envie de dire que l'intégration de l'intelligence artificielle peut représenter une opportunité parfaite pour faire un premier pas vers l'agilité. Donc, elles peuvent entrer par l'une des 4 portes de l'agilité que vous voyez ici à l'écran, et chaque porte va offrir une perspective, un ensemble de stratégies, d'outils pour s'adapter et aussi tirer profit de l'IA. C'est pour ça que j'aime bien prendre finalement ce modèle d'agilité comme base pour intégrer l'IA, quel que soit votre niveau de maturité. Et un autre modèle que j'aime bien partager et qui complète celui-là, car il aborde pas mal de notions aussi d'agilité, c'est celui de Scott Belsky. Donc, c'est un entrepreneur investisseur. Il travaille aussi chez Adobe, en fait, et il a partagé un tweet assez intéressant où il disait que la question la plus fréquente qu'on lui posait ces derniers temps, dans en fait son quotidien, parce qu'il est en charge de pas mal intégrer l'IA dans les produits d'Adobe, c'est en fait comment il arrive à donner cette impulsion à ses équipes pour passer à l'action dans l'intégration de l'IA. Et il a partagé la méthode des 4 P. Alors, à ne pas confondre hein, avec les 4 portes de l'agilité. Alors, le premier P, c'est play. Donc, il faut laisser les gens s'amuser avec la nouvelle technologie. Parce qu'avant d'être utile, la technologie doit être fun. Sinon, personne ne l'utilise. Alors, il disait qu'il faut un petit peu ouvrir la boîte à jouets et laisser l'équipe se lâcher. Le deuxième P, c'est pilot. Donc, toute grande révolution commence par un test, un projet pilote. Donc, il faut trouver un projet et il faut se lancer. Il ne faut pas se mettre la pression. Le but, c'est d'apprendre. Et si, en fait, vous rencontrez des sceptiques, eh bien, c'est probablement que vous êtes sur la bonne voie. Le troisième P, c'est protect. Donc, votre projet pilote, il ne doit pas être jugé comme les autres. L'objectif, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est l'apprentissage. Donc, en fait, il faut mettre en place des KPI qui valorisent l'expérimentation plutôt que le résultat immédiat. Finalement, le quatrième P, c'est provoke. Donc, celle-là, elle est assez importante. C'est de créer finalement une culture où les questions difficiles sont les bienvenues. ROI, éthique, implication à long terme, on veut tout savoir. L'idée derrière, c'est vraiment d'ouvrir ces fameux espaces de dialogue dans l'équipe pour discuter et challenger les idées. Voilà pour ce modèle des 4 P qui complète pas mal les 4 portes de l'agilité. Donc, on l'a vu, l'IA hein, va nous pousser à une réflexion profonde sur la manière dont on s'organise, dont on gère et valorise notre capital humain. Donc, l'IA, voilà, va pas simplement changer ce qu'on fait, mais aussi comment on le fait. Et le modèle d'agilité est pour moi un bon point de départ pour réfléchir à cette question. Alors, OK, pour conclure tout ça et pour finalement reprendre la métaphore du vélo que j'ai utilisé tout au long de la présentation, parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur des vélos agiles, hein, mais finalement, sans le cycliste ou le vélo, enfin, sans le cycliste, pardon, le vélo, il va rester immobile, hein. De même, sans les efforts et l'engagement des individus, l'organisation, elle va pas pouvoir avancer. Du coup, en fait, vous n'avez pas besoin d'être le AI Chief Officer ou le CEO en fait, dans votre organisation pour faire bouger les choses. Chacun a un rôle à jouer. Alors, si vous ne savez pas par où commencer, et aujourd'hui, en fait, il y a même plus d'excuses, hein. Votre ami ChatGPT est toujours là pour surpasser ce fameux syndrome de la page blanche. Et pour vous aider un petit peu, j'ai concocté un prompt que vous pourrez copier-coller
et l'utiliser pour faire en fait vos premiers petits pas dans cette direction. Donc, je vais vous partager tout ça. Donc là, je suis sur ChatGPT et je vais vous partager qu'est-ce que c'est ce prompt. Je dis, OK, agis comme un consultant en transformation organisationnelle avec plus de 10 ans d'expérience. Il faut un petit peu lui lancer des fleurs, hein, dans l'intégration de l'IA et la gestion du changement dans divers secteurs. Ton rôle est de guider une variété d'entreprises à travers l'évaluation et l'amélioration de leur agilité organisationnelle en utilisant les 4 ports de l'agilité. Alors, même si on connaît tous hein, ces 4 ports, ChatGPT, malheureusement, voilà, ce n'est pas un modèle mondialement connu pour le moment. Alors, je vais quand même lui expliquer ce que c'est, stratégique, opérationnelle, gouvernance, mode de travail. Ton expertise est essentielle et pour permettre, pardon, à ces entreprises de tirer parti des 4 ports de l'agilité comme base fondamentale pour une intégration réfléchie et efficace de l'IA, favorisant ainsi un terrain fertile pour l'innovation. Ensuite, je descends. Je lui dis, OK, je suis un de tes clients et tu vas m'aider à comprendre les liens étroits entre l'IA et l'agilité organisationnelle et à formuler une stratégie pour l'intégration de l'IA dans mon entreprise. Je lui fournis l'objectif. On se rappelle, hein, l'IA est flemmarde, donc il faut y aller. Hein. Ton but est de réaliser une analyse complète de mon entreprise en termes d'agilité à travers les 4 ports de l'agilité. Stratégique, opérationnel, gouvernance, mode de travail. Cette analyse devra identifier les forces et les faiblesses actuelles au sein de mon organisation, suggérer des stratégies d'alignement et d'amélioration à travers les 4 ports de l'agilité et créer un plan d'action utilisant le modèle des 4P, le fameux modèle de Scott, Play, Pilot, Protect, Provoke, pour guider mon intégration de l'IA. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai l'impression d'être 10 fois plus créatif avec l'IA, c'est qu'on peut combiner, forcer en fait ChatGPT à combiner des modèles qui en fait ne comprend de base pas, mais en fait avec l'IA, c'est possible. Premièrement, consulte ce lien pour comprendre les 4 ports de l'agilité. Donc là, je me suis permis de mettre le lien du site internet de la FABAG où ils exposent justement ces travaux par rapport à ces 4 ports de l'agilité. Et là, je lui partage des instructions étape par étape. Donc, il va commencer par une phase exploratoire où il va collecter et poser toutes les questions nécessaires pour comprendre le contexte de son client, donc moi, en précisant l'industrie, la taille et les domaines d'activité clés. Ensuite, en étape 2, je vais lui demander de faire une analyse du niveau actuel d'adoption de l'agilité. Donc, il va me poser une série de questions approfondies pour comprendre l'alignement de l'entreprise avec les 4 ports de l'agilité. Et je lui demande que les questions doivent explorer en fait ces 4 niveaux-là. Finalement, l'étape 3, c'est d'analyser les réponses. Donc, je vais lui demander d'analyser les réponses en se basant sur la matrice SWOT, que vous connaissez sans doute. Encore une fois, je vais forcer le modèle à utiliser une matrice pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces en matière d'agilité au niveau des 4 ports de l'agilité. Quatrième, c'est le développement du plan d'action. Donc, sur la base de l'analyse, il va développer un plan d'action sur mesure en utilisant le modèle des 4P qui incorpore, voilà. Là, je vous passe le détail, mais je vais expliquer du coup ce que c'était les 4P. Et dernier point, c'est de me partager quelques suggestions, parce qu'on se rappelle qu'il est consultant depuis 10 ans, et justement de me fournir des étapes pratiques pour la mise en œuvre du plan d'action, y compris les défis potentiels et les solutions. Et là, c'est hyper important. Comme je vous dis, c'est en fait un humain paresseux, donc je vous dis, OK, c'est important d'avoir une réponse structurée et détaillée, mets l'accent sur le spécifique. Pour chacune des réponses, sois aussi précis que possible, puisque tu es consultant en transformation organisationnelle. Je te donnerai 1 000 $ pour être aussi détaillé que possible. Ça a été en fait prouvé dans une étude qu'en donnant en fait des tips à l'IA, ça augmentait la performance de l'outil. Alors, ce qui est un petit peu curieux, c'est que même les scientifiques ne savent pas pourquoi ces modèles réagissent comme ça. Bref, c'est un outil qui marche enfin, c'est une technique qui marche, qui peut peut-être pas marcher pour vous. Faut tester. Et à la fin de chaque étape, tu attendras mon aval pour passer à l'étape suivante. Et là, encore une fois, c'est une petite phrase aussi qui a été prouvée scientifiquement. Respire profondément et travaille sur ce problème étape par étape. Donc, ce prompt, il y a juste à l'envoyer. Alors, on ne va pas tout faire, mais juste pour que vous puissiez voir comment, en fait, l'IA peut vous aider à faire ces premiers petits pas. Donc, il va commencer par la phase exploratoire et puis, en fait, me poser certaines questions. Souvent, on utilise ChatGPT pour nous donner la réponse, mais des fois, en fait, on oublie que ChatGPT s'est posé, en fait, des très, très bonnes questions. Donc, lui, il nous pose toutes les questions et on n'a qu'à prendre le temps, tranquillement, d'écrire, de lui répondre. Et comme ça, il va comprendre vraiment, véritablement notre contexte. Et après, on va enchaîner dans un processus itératif où il va faire l'analyse SWOT et nous proposer un plan d'action. Alors, le prompt, il sera dans la présentation. Alors, et n'oubliez pas, hein,
Comme ça, je me protège un peu parce que je vais recevoir des messages à ton prompt qui n'a pas marché. Alors, l'IA, comme je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas la solution magique, c'est un bon point de départ pour itérer, pour tester, pour expérimenter. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je laisse Manon reprendre la main. Yes, merci beaucoup, Jeanne, c'était super. Ça nous offre un bon contexte. Alors, je vais reprendre la main sur le partage d'écran. Pour pouvoir introduire la table ronde, j'invite déjà les intervenants à allumer leur caméra gentiment. Un petit rappel pour vous dire que vous pouvez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas, et que vous aurez une synthèse de tout ça qui vous parviendra de la semaine prochaine. Donc, durant cette table ronde, nous avons parmi nous Isaline Torrance de l'OICO qui est en charge de la partie plus culturelle, accompagnement sur la culture, sur la formation, ces aspects de gouvernance au sein de l'OICO. On a aussi Vincent Schafter qui s'occupe au sein de la République du canton du Jura. Il est architecte digital au sein du département informatique. Nous avons Raphaël Chevalier de chez RWB, un bureau d'ingénieurs, qui est lui-même directeur des systèmes d'information. Et finalement, nous avons Igaël Derrida, directeur des ressources humaines à la Fondation Saphir. Et puis, je me permets aussi de préciser que Igaël a aussi une expertise sur ce thème, puisqu'il enseigne et qu'il fait aussi de la veille digitale depuis plusieurs années. Donc, c'est à ce titre que tu pourras nous parler de ton expérience aussi, en plus de celle au sein de la Fondation Saphir. Donc, on va commencer cette table ronde. Je vais me permettre d'enlever le partage écran, comme ça je vois tout le monde et ce sera un peu plus facile pour moi de piloter. On va commencer par Igaël. L'idée, c'est là pour un premier tour que chacun puisse nous partager un petit peu comment est votre contexte de votre entreprise. Donc, on a pu vraiment avoir un bon une présentation de Jeanne qui nous a montré un peu le lien entre l'IA et l'agilité. Donc, ce qui nous intéresse en premier temps, c'est de savoir comment se vit l'agilité dans vos organisations. Donc, Igaël, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la Fondation Saphir et comment tu évaluerais l'agilité au sein de la Fondation Saphir? Alors, pour dire deux, trois mots rapidement sur une fondation comme la Fondation Saphir s'occupe principalement d'EMS sur le Nord vaudois. On s'occupe donc beaucoup de nos seniors dans le Nord vaudois, avec ce fameux comme à la maison, d'où peut-être la proximité avec l'agilité. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on essaye de sortir du fonctionnement hospitalier et de se rapprocher finalement du besoin sur mesure de chacun de nos résidents. Donc, d'où l'idée de finalement participer à la fabrique de l'agilité. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Vincent. Vincent, donc dans un contexte d'administration publique, peux-tu nous dire un peu plus quand même sur ton contexte dans ton organisation et puis le lien avec l'agilité? Oui, oui. On est un service informatique au sein du canton du Jura. On est composé d'environ une cinquantaine de collaborateurs avec deux missions spécifiques. La première, c'est d'entretenir et d'exploiter tout le système d'information cantonal, donc les 1500 utilisateurs avec les postes de travail, les serveurs, les imprimantes, enfin, toute la partie technique qu'on connaît bien de l'informatique. Et la deuxième mission, c'est de mener et d'accompagner en fait les différentes unités administratives de l'État dans des projets de numérisation ou de transformation numérique pour amener justement ces nouvelles technologies dans la main des collaborateurs. Et puis, au niveau de l'agilité, donc depuis 4 ans, en fait, on a mis en place une organisation à plat avec des équipes pluridisciplinaires puis engagées sur des métiers, ce qui nous permet en fait finalement d'avoir des équipes beaucoup plus autonomes, ce qui tend vers l'agilité. Et autre particularité, on a un rythme de travail itératif, c'est-à-dire que chaque équipe en fait travaille de manière itérative et s'adapte au contexte à la fin de chaque itération, et notamment un système de synchronisation globale à toutes les équipes tous les 4 mois, qui nous permet finalement en fait de changer nos priorités dans nos projets et dans nos actions en fonction de ce qui arrive en ce moment. Typiquement, l'IA a passablement changé la donne ces dernières semaines sur nos priorités. Donc là, on est d'accord, tu nous parles surtout de ton département, que ça se passe bien Oui. comme ça pour toute l'administration publique. Non, On est d'accord. effectivement. Très bien, merci. On va enchaîner avec Isaline. Donc Isaline, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ECO, nombre de collaborateurs et ton contexte et le lien avec l'agilité? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, l'ECO, c'est une entreprise aujourd'hui de 137 collaboratrices et collaborateurs en Suisse romande qui a 11 ans d'existence. On offre principalement des services d'outsourcing administratif et de conseil à tout type d'organisation pour essayer de leur permettre d'être plus agiles, durables et digitales.
On est une société avec des valeurs très fortes, notamment on est une des premières bicorps en Suisse. En termes d'agilité, je pourrais dire qu'au niveau organisationnel, on est assez avancé parce que on est structuré en rôles autonomes qui s'organisent en équipes qui sont aussi elles largement autonomes. On a supprimé la hiérarchie il y a maintenant 6 ans et on a distribué les fonctions de management finalement dans les équipes au plus près du terrain. Pour ce qui est de l'agilité stratégique, là, on est pas mal aussi parce qu'on a vraiment pas mal pensé sur le pilotage, réfléchi sur le pilotage de notre organisation autour de la raison d'être et comment ça s'intègre, ça trickle down dans les équipes. Au niveau des modes de travail, là aussi, on est relativement agile parce qu'on a des horaires complètement flexibles. Le télétravail est une pratique complètement libre depuis bien avant le Covid. On a des équipes qui sont éparpillées dans plusieurs cantons qui travaillent ensemble à distance grâce à des outils digitaux, etc. Là où on est peut-être un peu moins bon, c'est ce qui est, ou un peu moins agile, c'est ce qui est au niveau de nos processus, de l'agilité plus opérationnelle, parce que déjà, on n'aime pas trop les règles et les trucs très cadrés, des fois chez Loico, ce qui peut être parfois nous desservir. Et puis, malgré toute cette culture organisationnelle qu'on essaie de mettre en place, c'est vrai qu'on a des métiers qui sont très variés et on a certaines équipes qui ont une culture, disons, individuelle plus agile, comme par exemple nos métiers de l'IT ou nos métiers plus créatifs comme notre agence marketing. Mais sinon, on a des métiers qui sont quand même passablement traditionnels. On a des gens qui viennent du monde de la fiduciaire, des assurances. Donc, ceux qui nous rejoignent, ça va être peut-être les personnes avec un état d'esprit le plus agile dans ces secteurs-là. Mais n'empêche que, voilà, c'est des secteurs assez traditionnels où des fois, le changement et les processus agiles sont un petit peu plus éloignés de leur mode de fonctionnement. Oui, c'est intéressant. Tu fais directement le lien en fait avec les notions de culture. En fait, on peut penser la stratégie, la gouvernance, les process, etc. Mais il y a aussi un enjeu d'état d'esprit. On y reviendra parce que je pense que le lien avec l'IA est là assez évident. Et puis on va finir ce petit tour avec Raphaël. Est-ce que tu peux nous parler de RWB et puis de votre lien avec l'agilité? Alors, RWB, c'est une société qui a 86 ans aujourd'hui, 250 collaborateurs à travers toute la Suisse romande. Et puis, on est principalement actif dans tout ce qui est des thématiques environnementales, géologie, géotechnique, les aménagements urbains, l'énergie, etc. Tout ce qui touche finalement au territoire. L'agilité fait partie un petit peu de notre ADN depuis des années. On est relativement flexible aussi au niveau des processus. Notamment, on a une approche business qui est très orientée client. Le client est au centre de la relation. Et puis, en fait, l'agilité, dans le cadre de RWB, nous a permis d'intégrer rapidement, finalement, la réflexion de l'intégration de l'IA au sein de notre quotidien. Voilà. Super, donc on va pouvoir en savoir plus tout de suite. Je reprends le petit tour dans le même ordre. On va entrer dans le vif du sujet pour que chacun puisse se représenter comment vous avez intégré de l'IA ou voilà, impliqué vos équipes là-dedans. Est-ce que vous arrivez à nous donner quelques exemples? Donc, je commence par toi, Gaël. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, peut-être à différents niveaux dans ton entreprise? Alors moi, je vais rejoindre la conférence de Gian sur l'idée qu'il faut mettre à disposition et permettre aux collaborateurs de jouer. Donc finalement, depuis la création de ChatGPT, toute l'équipe RH de la fondation a accès à ChatGPT. On n'a pas bloqué ChatGPT, ni Gemini, ni les autres LLM. Et l'objectif, c'est de leur donner un bac à sable. Alors à la base, au début, dans les cas vraiment pratiques, on a commencé à faire simplement, par exemple, des corrections, des traductions, des résumés, des choses relativement simples avec des prompts d'entrée-sortie, pas comme le rôle contexte que nous a donné Gian dans son joli prompt tout à l'heure. Mais au final, on a laissé à disposition finalement l'outil. Et puis aujourd'hui, elle crée même des petits GPT. C'est-à-dire si on doit calculer un salaire ou si on doit connaître le délai de protection, on a des petits GPT qui sont à disposition qu'on peut bien sûr contrôler parce qu'ils sont relativement simples. Mais finalement, elle travaille dessus. Puis elle génère, par exemple, des communications marketing RH et autres directement maintenant avec ChatGPT. D'accord, donc là, tu nous parles surtout de ton département. Est-ce qu'il y a d'autres exemples aussi au sein de la Fondation Saphir, plus largement? Oui, alors maintenant, si je reviens à moi, je m'en sers beaucoup en matrice d'Eisenhower, c'est-à-dire pour connaître les SWOT, pour prioriser mes tâches, pour résumer avec des situations un peu situation, action, analyse, conclusion, ou je m'en sers aussi bien sûr pour la création de slides, donc c'est plutôt pratique même au quotidien.
dans toute ma journée, je pense que je dois l'utiliser quotidiennement, je sais pas, peut-être 20 à 30 fois par jour. Ok, super. Et peut-être une curiosité, puisque vous avez des métiers qui sont assez voilà, dans la santé sociale, comment les collaborateurs sur le terrain, est-ce qu'ils ont accès à ça? Est-ce qu'ils arrivent à jouer avec ça ou c'est juste le département RH dans les bureaux, on s'amuse avec l'IA? Al- Alors là, c'est une bonne remarque. Je pense qu'ils s'en servent dans l'animation pour créer des jeux, des choses pour nos résidents qui sont complètement innovants. C'est-à-dire que parfois, ils sont dans la limite de la créativité, puis ça peut leur permettre de brainstormer. Donc, on est un petit peu sur les équipes. Mais je vais être totalement transparent avec toi, c'est beaucoup moins présent qu'au centre de gestion, effectivement. Bah, on reviendra un peu aussi sur la partie accompagnement des collaborateurs. Mais je vais passer la parole peut-être, allez, on change d'ordre. Isaline, est-ce que tu arrives à me donner des exemples de comment vous avez implémenté l'IA? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Mhm. Oui, donc en fait, pour nous, on considère quand même l'intégration de l'IA comme pas juste un nice to have dans le sens pour générer plus de créativité, mais plus comme une obligation pour survivre. Et c'est vrai que tu en as parlé un petit peu, Gian, nous on a des métiers qui sont quand même très administratifs. Et selon certaines statistiques, on a 60% de nos métiers qui risquent de disparaître dans les 5 ans. Donc c'est vrai que sans vouloir terroriser tout le monde chez nous, on a quand même cette conscience que si on veut tenir la concurrence, être pas trop cher, être assez rapide, etc., on est obligé de se digitaliser énormément et d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Et donc, en fait, depuis plusieurs années, on essaye d'introduire des éléments d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ces derniers temps, c'est un peu plus justement des choses comme le chat GPT, l'IA qu'on appelle peut-être plus pure. Mais depuis plus longtemps, c'est vraiment un petit peu dans l'idée de remplacer quand même le travail qui est chez nous purement administratif avec sans valeur humaine ajoutée, en fait, on pourrait dire, avec peu d'intelligence humaine ajoutée. Euh, donc des choses très répétitives ou un petit peu qui prennent beaucoup de temps, mais qui ne sont pas très complexes, on va dire. Donc, je peux vous donner des petits exemples qui sont basés sur des technologies très différentes. Comme je ne suis pas une experte technique, ce sera vulgarisé et puis accessible et rapide. Donc, depuis maintenant 5 ans, ce qu'on essaie de faire, en parlait Gian, c'est du machine learning. Donc, c'est-à-dire, en fait, d'apprendre à des machines à reconnaître et extraire des données que nous envoient nos clients ou nos partenaires pour éviter, en fait, la saisie manuelle. Donc, par exemple, nos équipes, elles gèrent des salaires de milliers d'employés et la comptabilité de centaines de sociétés. Puis, par exemple, elles recevaient des notes de frais de tous les collaborateurs, collaboratrices, et puis elles devaient les recopier dans le système. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose de très concret. Aujourd'hui, c'est 100% automatisé. L'IA reconnaît, en fait, les données. Et puis, l'année dernière, ils ont passé 12 minutes là-dessus, juste pour des vérifications. Un autre type d'intelligence artificielle qu'on utilise depuis un peu moins longtemps, 2-3 ans, qu'on essaye de mettre en place, c'est ce qu'on appelle Robotic Process Automation, RPA. Donc, utiliser en fait des robots qui vont faire le travail d'un humain. Donc, pour vous donner un exemple, on a une équipe qui s'occupe de l'assurance LPP, deuxième pilier des employés de nos clients. Et puis, du coup, par exemple, on a un robot qui va en fait scanner toutes les bases RH du client, des clients, de tous les clients, puis qui va en fait détecter les changements. Donc, est-ce qu'il y a un changement d'adresse, un changement de taux d'occupation, des nouvelles sorties, des nouvelles entrées, des mutations, etc. Et puis, en fait, plutôt que ce soit l'humain qui doit passer à travers ça pour voir les changements, il va faire les changements automatiquement chez l'assureur. Puis le lendemain, c'est un autre robot qui va extraire ces informations de l'assurance, puis il va faire un contrôle automatique avec le mois précédent pour vérifier que les différences, elles soient justifiées. S'il comprend, c'est bon, il l'envoie en paye, puis s'il ne comprend pas, il demande à un humain de venir vérifier. Si le changement, il lui semble pas vérifié, pas justifié. Puis du coup, l'humain, il va quittancer, le robot, il prend la main, et puis les changements se font dans la paye. C'est un peu technique, mais c'est pour dire que très concrètement, une tâche qui prenait 20 minutes à un humain pour un changement, aujourd'hui, elle prend 30 secondes. Et en fait, on a en plus une augmentation de la qualité parce qu'on a 2 robots différents, puis un humain qui contrôle, et on s'assure que voilà, on est un peu plus intelligent, comme disait Gian, grâce à et l'IA nous dépasse pour ce genre de trucs. Et puis après, voilà, depuis plus récemment, donc depuis l'année dernière, on teste beaucoup plus d'intégrer de l'intelligence artificielle type ChatGPT.
Alors, par exemple, un exemple qui est assez parlant, c'est qu'on l'utilise aujourd'hui dans plusieurs équipes pour classer tous les emails des boîtes emails partagées. Donc, c'est un truc que les gens prenaient le temps le matin de devoir, puisque c'était des comptes partagés, de devoir trier les emails à la main. Et puis ça, aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle qui peut le faire. Puis après, dans des choses plus entre guillemets, peut-être évidentes quand on imagine, quand on pense à ChatGPT, ben, notre équipe marketing, notre agence digitale, évidemment, elle va utiliser par exemple l'IA générative euh, pour tout ce qui est le développement de concepts. Et quand elle doit participer par exemple à des concours ou présenter des projets à des clients. Euh, voilà. Ou encore, on l'utilise de plus en plus aussi pour préparer les réponses qu'on va donner aux clients en termes d'expertise, etc. Voilà Ok, pour super, quelques merci. exemples. Ça nous donne un bon tour d'horizon. On va pouvoir revenir aussi sur comment vous avez intégré tout ça, comment vous êtes arrivé à ça plus tard. Je donne la parole maintenant à Raphaël, peut-être nous donner aussi quelques exemples chez vous. Oui, volontiers. On reviendra, je pense, plus sur l'aspect opérationnel, comment est-ce qu'on a implémenté ça chez nous par la suite. Aujourd'hui, on a une commission IA, justement, qui traite plusieurs thématiques. Et puis, nos ingénieurs sont encore des grands utilisateurs d'Excel. Et puis, finalement, l'IA nous aide à optimiser toutes sortes de formules, etc., à travers Excel. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très performant. On a aussi fait pas simplement de traitement d'images dans le cadre de l'aménagement du territoire, refaire des places, redesigner des réservoirs, etc. Donc là, voilà, on gagne pas simplement de temps, alors qu'on pouvait peut-être sous-traiter ces choses-là à l'époque, mais finalement maintenant l'IA nous permet de le faire automatiquement. On l'utilise aussi dans le cadre des PV de séance. Alors là, on est encore un petit peu au niveau exploratoire, où finalement c'est relativement fonctionnel, mais il y a encore quelques biais. C'est bon, on n'est pas encore totalement convaincu pour nos PV de séance, mais on est sûr qu'à terme, ce sera fantastique, on gagnera beaucoup de temps. Et puis, on utilise aussi l'IA dans le cadre des thématiques RH finalement, toutes sortes de thématiques pour améliorer notre activité, ou notre attractivité, pardon, ou d'autres points. Donc voilà, c'est des thèmes un petit peu autant techniques qu'administratifs qu'on aborde aujourd'hui. Donc là, juste pour se représenter en termes de qui c'est qui l'implémente, tu as parlé d'une commission. On est uniquement à cette commission, uniquement au niveau des RH, un peu dans toute l'entreprise. Dans toute l'entreprise, pour l'instant, on a totalement ouvert ceci. Et puis, on cadre aussi l'utilisation à travers une charte IA au sein de l'entreprise. Ok, super, on va pouvoir aborder ce point après. Merci beaucoup. Vincent, toi, terminer, nous montrer, nous donner quelques exemples chez vous. Oui, je vais peut-être différencier deux. Je vais vous donner deux cas. Déjà le cas du service informatique, puis le cas après de l'administration cantonale jurassienne dans son ensemble. C'est peut-être là où il y a des choses intéressantes à dire. Donc simplement au niveau du service informatique, là on revient sur l'aspect de l'utilisation par des experts de l'IA générative qui était cité par Diane en début de présentation. Donc aujourd'hui nous on utilise peu, mais un petit peu l'IA pour nous appuyer dans tout ce qui est développement de code, pour réalisation de scripts. Enfin voilà, sur les aspects vraiment techniques d'informaticien, c'est une aide pour accélérer finalement le développement de certains éléments techniques qu'on réalise à l'interne. Donc ça c'est un peu l'utilisation qu'on fait au sein du service informatique. Je vais pas rentrer dans tous les outils qui sont assistés par l'IA, mais pas l'IA générative, l'IA de droite qu'on avait vu dans le schéma, tout ce qui est basé sur des règles. Parce que là, bien sûr, il y a beaucoup d'applications qui utilisent aujourd'hui ce genre de technique pour assister l'utilisateur dans ce qu'il fait. Donc là, il y a des choses qui existent. Mais vraiment, sur l'aspect IA générative, on utilise aujourd'hui ça pour nous aider dans le développement de code ou de script. Et puis au niveau de la République et canton du Jura, alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que, on l'a dit, l'inaction, c'est le pire des scénarios. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, notre gouvernement, en fait, a lancé une initiative
top-down, en faisant une présentation fin de l'année passée à tous les cadres de l'État sur qu'est-ce que c'est cette IA générative et qu'est-ce que ça représente. Et puis, elle a un peu distingué deux axes. Un premier axe qui était comment implémenter de l'IA dans nos processus et dans nos applications, comment justement l'IA pouvait nous aider. Donc, je suis hyper content d'avoir des retours d'expérience de mes collègues là, de ce qu'ils ont un petit peu fait, parce que ça peut donner des idées chez nous sur l'exploitation de ça. Par contre, c'est pas notre priorité actuelle parce qu'on sait que ça soulève tout un cadre de problématiques autour de l'éthique, des aspects légaux, des aspects de protection de données, des engagements politiques. Donc, c'est vraiment un sujet qui est très vaste et qui peut être très complexe. Et à ce niveau-là, on attend d'avoir vraiment un vrai projet pilote pour porter l'initiative, pour aller plus loin dans l'implémentation de l'IA dans nos processus et dans nos applications. Je reviendrai peut-être après sur le comment. Le service informatique, on aimerait quand même mettre les mains dans le cambouis à ce niveau-là, donc on a un projet pilote, mais je reviendrai peut-être un peu en détail après. Et puis le deuxième volet, en fait, c'est fournir un assistant, donc basé sur l'IA, pour appuyer les collaborateurs dans un certain nombre de tâches administratives. Donc ça, c'était la vraie volonté aujourd'hui du gouvernement de fournir cet assistant. Pour pouvoir aller vite et expérimenter facilement, on a choisi ChatGPT pour aussi mesurer l'intérêt des collaborateurs dans ce genre de technologie. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens autour de la table qui ont expérimenté, mais comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas ou qui ne se sont jamais lancés. Donc nous, on aimerait voir si finalement, en fournissant un outil, un assistant, nos employés au sein de la République du Canton du Jura vont l'utiliser, ou au contraire, on n'a pas ce changement de culture. Donc là aussi, on y reviendra peut-être après sur la partie culture. Donc voilà, ça c'est le but. Et les trois use cases qu'on a choisis pour expérimenter ça, c'est la rédaction de discours, parce qu'on fait énormément de discours au sein d'un État. Chaque service présente ses projets au travers de discours qui sont finalement lus par nos ministres ou par nos cadres. La rédaction de communiqués de presse aussi pour assister les collaborateurs à la rédaction des communiqués de presse. Et le dernier, c'est résumer des rapports ou des dossiers qui proviennent de la Confédération ou d'autres organes. Souvent, c'est des rapports de plusieurs dizaines, voire des fois centaines de pages. Et puis, ça prend un temps énorme en fait aux collaborateurs de prendre connaissance de tout ce rapport, d'en sortir les points clés. Et on sait que des outils comme ChatGPT ou en tout cas tous ces IA génératives, elles sont vraiment surpuissantes pour nous aider là-dedans. Donc ça, c'est vraiment les trois use cases qu'on a testés. Puis, je fais un peu de spoil ou un peu de transition sur la suite. En fait, aujourd'hui, nous, on est quand même un cadre étatique. Et dans la culture d'un cadre étatique, ou plutôt dans la réalité d'un cadre étatique, c'est qu'on a des bases légales extrêmement contraignantes, notamment autour de tout ce qui est protection des données, secret de fonction. Et en fait, nos initiatives qu'on a lancées il y a quelques mois en arrière, elles sont complètement freinées aujourd'hui par ces problématiques. Typiquement, aujourd'hui, quand on veut divulguer quelque chose en communiqué de presse, le secret de fonction s'applique jusqu'au jour, voire à l'heure où le communiqué de presse est diffusé. Et donc, du coup, normalement, toutes les informations qu'on va divulguer sont soumises au secret de fonction, donc ne peuvent pas être divulguées. Donc, est-ce qu'on peut balancer ces informations dans un outil cloud, sous l'égide américaine, etc., même 2-3 jours avant, est-ce que légalement parlant, on a le droit de le faire? Et ça, c'est toutes des questions qui sont aujourd'hui en train d'être analysées par les services juridiques à l'interne et qui freinent finalement toute la volonté qu'on a à tous les niveaux d'aller de l'avant avec ce genre de pratique. Donc, Ouais, je fais un peu donc la transition sur la suite. merci beaucoup, c'est parfait, tu me tends la perche. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, tu illustres le fait que ça ne suffit pas d'avoir une super organisation agile, une culture agile, tout ce qu'on veut. En fait, on peut aussi être très bien freiné après par l'environnement qui nous induit des contraintes. Et donc là, je pense qu'en cadre étatique, c'est tout à fait un bon exemple. Mais je pense que c'est aussi des contraintes que des autres entreprises, même privées, peuvent avoir. Et donc, maintenant, on va peut-être parler un petit peu de comment vous avez mis en place ces changements dans l'organisation. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Peut-être aussi quels freins ou quels défis, je dirais même, vous êtes confrontés. Et puis, je rappelle juste à tous les participants de ne pas hésiter, maintenant que vous connaissez les environnements des entreprises qui sont là devant nous, de poser des questions. Comme ça, je les reprendrai dans la table ronde. Donc, peut-être, on va commencer par Raphaël. Comment vous avez initié, en fait, et quand est-ce que vous avez initié les choses? Quels défis vous avez eus sur le chemin? Oui, alors c'était en 2023, dès début 2023, on a décidé finalement d'intégrer l'IA.
Et puis, on a créé finalement une commission IA au sein de RWB. On est 5 au sein de la commission IA, dont notre CEO qui fait partie de la commission par intérêt, puis étant toujours prêt à transformer son entreprise. Et puis, cette commission IA a abordé plusieurs points, alors ceux que je vous ai cités, hein, et puis, entre autres, aussi l'aspect légal. Aussi le fait de finalement utiliser l'IA dans le cadre de nos projets. Quelles données est-ce que l'on peut et on ne peut pas finalement fournir à l'IA, hein? Il faut savoir qu'on a passablement de données clients, donc on ne peut pas les mettre entre guillemets en pâture à l'IA. Donc voilà, on a plusieurs approches au sein de cette commission IA et puis ensuite on est vite arrivé à la conclusion qu'il fallait communiquer et descendre cette information le plus rapidement possible au sein de nos collaborateurs. Certains en avaient parlé, d'autres en avaient vraiment peur, avaient certaines craintes, etc. Et puis on a décidé de créer une plateforme d'échange en septembre 2023 à Neuchâtel, en invitant tous nos collaborateurs où on a eu plusieurs intervenants pour présenter finalement l'IA de manière générale et sous plusieurs angles, ce qui a permis d'un petit peu vulgariser l'IA pour tous nos collaborateurs. La grande majorité, étonnamment, n'avait pas utilisé l'IA en septembre 2023. C'était quand même pas, pour nous, c'était évident, mais on était très étonnés de cet état de fait. Et puis ensuite, on a embrayé alors sur un cadre un petit peu légal, finalement, qui est une charte d'utilisation de l'IA dans le cadre de notre entreprise pour fixer un petit peu les limites. Et puis, je terminerai par une action qui a été menée depuis le début de l'année. On a ce qu'on appelle les cafés IA. Donc, c'est tous les 2 mois. On a nos geeks attitrés qui viennent parler de l'IA durant une demi-heure à tous nos collaborateurs autour d'un café en visio. Et puis, comme ça, ils ont tous une veille finalement sur ce qui se passe sur cette thématique qui bouge toutes les semaines. Ouais, Voilà. donc là, tu parles de geek attitré, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des collaborateurs qui sont plus investis sur ce thème, que vous avez mis en avant, que vous avez impliqué dans la commission aussi. C'est qui, en fait, Et qui utilise... clairement, Ouais. alors clairement, donc c'est des collaborateurs qui sont passionnés par les nouvelles technologies et puis voilà, qui ont une sensibilité particulière autour de l'IA et puis qui font passablement de recherche dans ce cadre-là. Ouais, là, je profite de rebondir en fait sur ce que disait Jeanne en termes d'opportunités, parce que moi, je pense que c'est exactement une bonne illustration de comment, finalement, par ces nouvelles technologies qui apparaissent, ça peut être n'importe où dans l'organisation des personnes qui, tout d'un coup, développent la compétence par intérêt et qu'on peut les propulser, les mettre en avant, les valoriser. Et donc là, en fait, ça challenge complètement les modes d'organisation traditionnels pour justement peut-être revoir les rôles et faire que c'est peut-être des personnes différentes qui sont sur le devant de la scène ou à transmettre aux collègues les nouvelles informations, les nouvelles compétences sur ce thème. Donc, c'est intéressant. Merci beaucoup, Raphaël. On peut enchaîner avec Yael. Toi, chez toi, comment ça s'est initié? Est-ce que tu as à nous dire un petit peu ouais, dans la Fondation Saphir où vous en êtes et quand est-ce que ça a démarré? Alors, j'en profite pour juste reprendre un petit point pour Vincent. C'est vrai que je suis surpris par ce qu'il a donné comme information tout à l'heure et je voulais quand même rebondir rapidement dessus. Parce que Volontiers. je vois toutes les grandes entreprises du pharmaceutique en ce moment, elles mettent soit du chat with RTX ou autre, donc des chatbots vraiment intégrés dans les serveurs qui ne sont pas avec des risques de problématiques de confidentialité de données. Donc ça, c'est des solutions qu'on peut faire ou mettre en place rapidement, c'est-à-dire qu'on installe sur un ordinateur avec une bonne carte graphique et on sait que toutes les informations qu'on va lui mettre dedans, ça reste confidentiel. L'autre chose, donc pour moi, et ça c'est ce qu'il y a de plus intéressant et que je dois dire à mon avis à tous les spectateurs qui sont là, c'est vraiment, j'aime bien parler de la formation parce que quand on sensibilise les gens à l'IA, on l'avait très 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 bien vu tout à l'heure avec Gian. Gian ne parle pas à ChatGPT comme il parle à ses potes. Et ça, c'est la principale erreur que je vois quand je vois les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils lui donnent, comme on parle à Google ou autre, on donne directement des informations dedans, puis on espère finalement qu'on va avoir une bonne réponse et un peu avec la petite blonde qui est illuminée tout à l'heure dans l'image de Jeanne, elle a la solution. Mais en fait, si je dois faire une comparaison, quand j'explique à mon équipe comment ça fonctionne, eh ben, je leur dis, c'est comme les dessins des petits-enfants où on fait 1, 2, 3, 4, 5 et on arrive jusqu'à 100. Et en fait, plus on a de points, plus on arrive à visualiser l'étoile ou la voiture ou le modèle qu'on va obtenir. Et donc, plus on va lui donner d'informations, plus on comprend comment c'est prédictif, et plus on arrive à avoir le résultat obtenu. Donc,
la principale solution qu'on a déjà employée chez nous, c'est effectivement une charte d'utilisation qui est très importante, surtout quand on n'a pas cloisonné la LLM. Et l'autre chose sur laquelle j'insiste aussi beaucoup, c'est la formation. Parce que finalement, quand on sait faire du prompting, quand on sait ce qu'on doit obtenir, bah, c'est beaucoup plus simple en ayant une base de connaissances que quand on ne peut pas vérifier avec un arbre décisionnel. C'est un peu le problème d'Isaline quand elle décrit pour moi certaines informations. C'est quand on met une IA générative sur des choses où on a un arbre décisionnel, bah, c'est très très compliqué de revenir dessus. Donc plus le prompt est complexe, moins on a la main dans la donnée. Voilà. Je sais pas, et donc Donc, c'est comme ça qu'on l'a déployé chez nous aussi. donc vous faites des formations pour les collaborateurs chez vous au sein Oui. de la Fondation Saphir. Même En tous sur les les... cas, dans l'équipe RH, ça a été la Voilà. base pour moi, où finalement les colloques du lundi se sont transformés un peu en brainstorming, parce que même ChatGPT est super bon pour faire du brainstorming. Mais après, on a déployé un peu, mais c'est beaucoup plus les bureaux. Alors après, la réflexion de l'étendre à d'autres corps de métier, bah, ça reste ouvert. On n'est qu'à une seule année finalement de Oui, bah l'intégration de oui. ces IA, hein. Ouais, c'est intéressant parce que finalement, des métiers comme des personnes, des assistants sociaux ou des personnes dans les soins, on se demande bah, comment ils peuvent utiliser l'IA, est-ce qu'il y aurait de l'intérêt? Et ça, je pense, c'est encore une autre réflexion qui viendra peut-être dans un temps Mais futur. maintenant, ça peut surtout leur réduire leurs tâches administratives. Parce que je peux te dire que tous les cadres Oui. de nos EMS, ils nous disent on a trop de tâches administratives. Donc, si on met en place des GPT, des choses qui vont leur réduire ces tâches, bah, ce sera les premiers ambassadeurs. Et du coup, vous êtes en réflexion sur ces éléments-là ou... On est en réflexion avec David Favre en ce moment pour essayer de voir comment on peut faire des projets pilotes pour faire vraiment des quick wins à des endroits où on peut vraiment réduire certaines tâches chronophages qui n'apportent pas de valeur ajoutée finalement. Ouais, donc David Favre qui est responsable de l'innovation chez vous. Ouais. Ouais, super. Ok, merci. On va enchaîner avec Vincent. Alors Vincent, comment vous avez initié les choses chez vous? Ouais, bah, en fait, juste pour rebondir aussi sur Vas-y, vas-y, l'épisode vas-y. d'avant, donc oui, clairement, il y a des solutions pour éviter cette problématique de la protection des données et d'avoir tout qui soit en interne, elles existent. Comme j'ai dit, l'idée, c'était de mettre en place une solution qui ne nous coûte pas de travail à l'interne, donc vraiment pouvoir utiliser quelque chose de clé en main. Et en fait, on pensait pouvoir faire ça très vite et on a vite été heurté à ce cadre. Et aujourd'hui, on est en train justement de se dire, OK, est-ce qu'on doit continuer dans ce cadre-là ou est-ce qu'on doit changer notre approche? Mais bien sûr, j'ai dit avant, on fonctionne sur un rythme itératif de 4 mois. Donc voilà, on peut pas bouger, on bouge peut-être pas aussi rapidement que d'autres organisations à ce niveau-là. Mais volontiers pour échanger après le panel autour de la solution spécifique technologique, parce qu'en tant qu'architecte logiciel, ça m'intéresse fortement. Euh, Nous, en fait, ce qu'on a fourni en fait pour cet assistant, c'est finalement en fait, on a rédigé un guide à l'intention en fait des collaborateurs de l'État, un guide qui fournit finalement en fait comment construire un prompt efficacement pour qu'ils puissent exploiter ChatGPT finalement bah, de la manière dont on a eu la démo avant de Jan. Et puis, à côté de ça aussi, un certain nombre de questions à se poser pour finalement aboutir sur une espèce de classification des risques, une matrice de classification des risques pour dire bah, ce que vous voulez faire avec l'IA aujourd'hui, il y a un risque très faible au niveau de la protection des données ou de ces éléments-là, donc vous pouvez y aller sans autre. Et en fait, plutôt un guide qui sert à titiller l'esprit critique des gens sur l'outil. Et ça, je ne sais plus si c'est Raphaël qu'on a parlé avant ou Gaël, mais finalement, en fait, nous, c'était aussi ultra important de très rapidement redescendre à tout le monde, de dire ces outils, c'est surpuissant, mais vous êtes responsable de l'utilisation de ces outils. Donc, faites attention à ce que vous faites avec. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ça, c'est un peu sur tous les outils informatiques, c'est un peu notre rôle, hein, c'est de dire, faites attention, c'est super cool. À la maison, vous faites ce que vous voulez avec, mais au travail, il y a quand même un cadre, puis il faut faire attention à ce cadre. Et en fait, on a simplement rappelé quelques éléments dans la communication là-autour. Puis pour guider tout ça, on a monté un groupe de travail composé de personnes de chez nous du service informatique, de personnes du service de la communication, ainsi que de la chancellerie d'État, donc qui coordonne finalement tous les services d'administration. Et on a ce groupe de travail finalement qui pilote, un peu comme la commission IA chez RWB, qui pilote ce projet et qui a prévu de faire tous les 3 mois un bilan pour voir après une année. Donc, on va faire des bilans tous les 3 mois, puis au bout d'une année, faire un état de situation pour dire, OK, est-ce qu'on poursuit les démarches ou est-ce qu'on les arrête, même qu'on sait pertinemment qu'il y a de grandes chances qu'on poursuive les démarches. Ouais, puis bon, j'imagine que là, c'est une première action dans le sens d'informer, donner le cadre, mais peut-être que c'est peut-être pas suffisant pour vraiment toucher les collaborateurs et pour qu'ils s'en saisissent et que les notions de formation que mentionnait Gaël tout à l'heure, peut-être deviendront un enjeu voilà, nécessaire et obligatoire à passer plus tard, quoi.
Je ne sais pas ce qu'il Clairement. en est. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Donc c'est quelque chose qui a déjà été identifié comme manque à ce stade. Et l'idée, c'est, ben voilà, avec cette première phase exploratoire, de montrer en fait les choses, de montrer qu'on aura besoin aussi d'intégrer ben voilà, les services des ressources humaines ou d'autres unités qui sont en fait capitales pour accompagner les utilisateurs. Ce qu'on a aussi prévu de faire, c'est on a un outil interne. On peut créer des canaux de communication, ce qu'on appelle des communautés chez nous. Et dans cet outil, en fait, on va créer une communauté autour de tous les utilisateurs qui utilisent ces outils pour qu'ils puissent échanger des pratiques entre eux, puis finalement entretenir la connaissance et la développer entre eux. Comme on l'a dit, les utilisateurs sont les meilleurs ambassadeurs. Donc, on va essayer d'exploiter cet axe-là. Merci. On finit par toi sur la manière dont vous avez accompagné, que vous avez initié les choses. Est-ce que tu peux nous dire, Isaline, comment c'était? Oui. Donc, comme je le disais, en fait, chez Loico, pour nous, la question de l'IA, elle est quand même très imbriquée avec la question de l'évolution de notre business model et de l'évolution des compétences qui vont avec. Donc, en fait, c'est pas juste une question technologique. Donc, on est obligé ça fait un moment qu'on y travaille parce qu'on est obligé d'anticiper, notamment si quand même on a des tâches qui vont être massivement gérées par des robots et qui vont quand même remplacer une bonne partie du travail, enfin de temps, qui vont permettre de gagner beaucoup de temps sur des tâches fastidieuses. Ben, en fait, il faut quand même qu'on imagine qu'est-ce que les gens vont faire après. Donc, et puis quelles compétences ça va requérir, et puis donc comment ils vont monter en compétences, se former, et que leurs métiers vont évoluer. Donc en fait, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et puis un petit peu si on garde en tête le cadre un petit peu scolaire de gestion du changement à la Côte-Terre, alerte sur la banquise, c'est vrai que tu disais, Gianne, il ne faut pas paniquer, mais en même temps, il faut mettre en mouvement. Puis pour mettre en mouvement, c'est vrai qu'on a été obligé quand même un peu d'essayer de créer ce sentiment d'urgence, à savoir quand même de montrer, documenter avec des chiffres, des faits, des exemples que oui, que nos métiers, il faut qu'ils évoluent, quoi. Sinon, on ne sera plus là. Et après, en même temps, derrière, il faut rassurer. Et donc ça, c'est pas forcément facile parce que évidemment, les gens se disent oui, c'est cool, je vais faire moins de tâches peut-être qui me plaisent pas beaucoup, mais je vais faire quoi? Est-ce que je vais dégager? Et donc, c'est vrai qu'il faut avoir une vision qui est claire de où vont nos métiers, qu'on implique les clients, etc. Et puis, il faut vraiment la communiquer beaucoup. Donc, un peu donner envie aussi, expliquer que ça va être chouette, qu'en fait, on va pouvoir passer plus de temps avec nos clients, qu'on va devenir justement plus des experts, des conseillers et pas que des gestionnaires, qu'on va avoir moins de parties administratives. Et puis surtout, qu'en disant, voilà, chez Loico, nous, on prend soin des gens et le but, c'est justement de les accompagner là-dedans et pas de les licencier et puis faire juste plus de rentabilité, quoi. Mais même dans une entreprise où on a une culture de la confiance, ça peut faire peur. Et dans des équipes qui sont justement dans des métiers un peu pénibles ou sous stress, ça fait peur. Et voilà, donc faut prendre ce Et, temps vraiment de le poser. et du coup, vous avez initié ça comment? Il y a combien de temps concrètement? Concrètement, on en parle depuis, je pense, en tout cas 5 ans de cette évolution. Donc, pas que autour de l'IA, mais aussi l'automatisation et ce genre de choses, en fait. Ça s'inscrit dans Voilà, une qui approche plus sont des large. formes d'IA qui existent effectivement Oui. depuis plus longtemps. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en place, qui est chouette chez nous, qui nous aide beaucoup dans ce processus, c'est qu'en fait, au sein de nos équipes, on a des rôles innovation, qui donc justement, depuis le lancement de notre modèle Lecocratie, ont commencé à être dans cet état d'esprit. Donc au sein de chaque métier, c'est des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être des experts techniques, mais en fait qui doivent avoir cet état d'esprit de se dire comment on pourrait faire les choses différemment, où est-ce qu'on pourrait utiliser de la technologie pour moins s'embêter, avoir plus de qualité, plus d'efficience, etc. Et puis donc vraiment des experts de leur métier, puis avec cette vision. Et donc ça, c'est des personnes qui sont vraiment clés pour identifier justement des business cases. Et puis là, en fait, cette équipe innovation, donc qui travaille ensemble, qui se voit régulièrement, c'est vrai qu'ils ont pris une approche de se dire on va commencer par un business case par équipe. Et puis, on va faire vraiment des sortes de quick wins assez concrets où justement les gens, ils vont voir concrètement qu'est-ce que ça fait, le temps que ça gagne et comment c'est chouette. Parce que dans certaines équipes, il a fallu un peu pousser pour ce premier parce qu'il y avait des réticences. Et donc ensuite, les équipes voient l'intérêt, puis grâce à ces rôles d'innovation, ils communiquent, puis ils se disent, ah tiens, en fait, ça qu'ils font dans cette équipe, on pourrait aussi le faire chez nous.
et on pourrait, voilà, et on pourrait améliorer telle ou telle chose. Ouais. Donc, on crée en fait ce besoin et ce réflexe de penser plus loin. Ouais. Et puis, évidemment, vous avez parlé de formation, sensibilisation. C'est vrai que typiquement, les outils comme ChatGPT, surtout depuis l'année dernière, on a formé tout le monde. En fait, il y a peu de choses chez nous qui sont obligatoires, mais là, on s'est dit non, il faut absolument former tout le monde, c'est obligatoire. Donc, à la technologie elle-même, son potentiel, ses limites, ses risques. Parce que tout ce qui est en fait, pour rebondir sur ce qui a été dit, tout ce qui est les technologies au sein des métiers, nous, on gère des données qui sont aussi assez sensibles parce qu'on a les données médicales des employés, les salaires, etc. Puis c'est vraiment un peu la clé de notre business model, c'est de bien garantir la protection des données. Donc, on doit aussi faire très attention. Donc, tout ce qui est intégré finalement dans nos métiers, oui, on le gère à l'interne. Maintenant, c'est vrai qu'on a décidé l'année dernière voilà, tout le monde chez nous a accès à ChatGPT et peut tester et essayer. Donc là, il a fallu sensibiliser tout le monde à OK, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme données, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui donner. Et puis après, là, on se base plutôt ensuite sur la confiance une fois qu'on a vraiment informé, sensibilisé tout le monde. Ouais, intéressant. J'aimerais bien terminer la table ronde sur parler justement du lien avec la culture existante, en fait, et de comment finalement cette culture existante, elle est peut-être propice ou moins propice à l'adoption de l'IA. C'est vrai que là, dans ce que j'ai entendu, finalement, aussi dans votre mode de travail, il y a peut-être des choses qui facilitent le fait d'intégrer l'IA. Là, tu as parlé, Isaline, d'avoir des rôles spécifiques, donc de dédier du temps. Raphaël, tu as parlé de créer une commission, donc ça veut dire aussi de dédier du temps, d'avoir des espaces de réflexion collective qui peuvent mêler différentes équipes. Chez toi, Vincent, tu dis de faire des POC, en fait, des tests et d'y aller par itération. Chez toi, Gaël, de parler en équipe et de le faire tous les lundis matin, je ne sais plus comment tu l'as dit exactement. Mais en fait, il y a la notion de créer des espaces, d'échanger, etc. Moi, j'aimerais bien entendre, savoir si voilà, il y a eu des freins aussi ou comment peut-être la culture préexistante a facilité le fait d'y aller dans ce travail et voilà, de pouvoir parler un peu de ça. Donc peut-être, Raphaël, on peut t'entendre en premier? Oui, alors, il n'y a pas eu de frein, il y a plutôt une demande. Et puis, le fait que finalement, la majorité de nos collaborateurs, c'est quand même des techniciens, des ingénieurs, etc., fait que finalement, le terreau était hyper propice au développement de l'IA chez nous. Donc voilà, il y a pas eu de frein du tout. Donc facile. Facile. Ok. Et la notion d'itération, de tester, parce que c'est vrai que l'année passée, la semaine dernière, j'étais à un autre événement qui disait, où on parlait de l'IA, puis ça disait finalement, en fait, il faut, quoi qu'il en soit, en fait, il faut y aller, il faut tester, il faut faire des erreurs, faut comprendre ce que c'est l'IA pour pouvoir savoir, en fait, comment la déployer chez vous. Donc Oui, finalement, vous avez eu le terrain propice pour y aller et itérer, c'est ça que j'entends. exactement. Super. Chez vous, Vincent, comment c'était? Et notamment peut-être aussi les collaborateurs dans la partie plus administrative, parce que... Ouais, alors en fait, voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau du service informatique, la culture, avec justement notre mode de travail agile, etc., finalement, on a aussi un terreau très propice à mettre en place ces outils et à accorder une grande confiance aux utilisateurs sur l'utilisation de ces outils. D'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui, en même temps qu'on a ce webinaire, il y a un événement qui se tient pour la cyberadministration et la thématique qui a été choisie, c'est l'IA. Et donc, en fait, mon collègue qui devait participer aussi à ce webinaire avec nous, qui est un peu le moteur de tout ce qui s'est passé ces derniers mois là autour, est allé participer de ce côté-là. Donc, on voit qu'en fait, dans le domaine de la cyberadministration, donc tout ce qui est IT autour des administrations publiques, ça bouge énormément là autour. C'est super intéressant. Et puis, par contre, sur la culture au niveau global de l'administration publique, alors là, on n'est pas sur le même type de culture. On a encore beaucoup de freins, j'ai envie de dire. J'ai expliqué un petit peu avant tous ces aspects de réflexes de protection juridique, enfin, tous ces éléments-là, ça nous freine passablement. Par contre, ce que je trouve super intéressant, c'est la prise de conscience et en fait les demandes. C'est-à-dire quand la présentation elle a été faite à tous les cadres de l'administration, il y a eu un espèce d'énorme appel d'air où tout le monde voulait qu'on aille présenter l'IA dans les services. Donc en fait, on voit qu'il y a des énormes attentes. Le public, il est là, il est prêt, il veut utiliser ces outils. Puis maintenant, à nous de mettre un cadre suffisamment flexible, mais quand même rigide pour que les expériences puissent se faire. Donc, au niveau culture, c'est ce que je pourrais dire. On n'est probablement pas les meilleurs, mais il y a quelque chose à faire, clairement.
Rigide et flexible, j'ai entendu, j'ai retenu. Je pense que c'est très en lien avec ton environnement. Ok, et puis chez toi, Gaëlle, ouais, le lien avec la culture. Puis dans ton service, j'ai compris que toi, tu impulsais beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce qu'il en est des autres services finalement aussi? Ouais, si tu peux nous dire un peu de ça. Alors, je vais rassurer un petit peu Isaline. Pour moi, l'avantage de ces outils, de ces IA génératifs, c'est pas encore des supra-intelligences qui vont prendre notre place. Quand on commence à comprendre ce qu'il y a derrière, on voit tout de suite que c'est plus rassurant que ça. Donc, on voyait un petit peu de panique chez elle et je me suis dit, c'est bien de rassurer. Parce qu'effectivement, quand je vois dans les autres services, on a besoin souvent de rassurer sur l'outil, parce qu'on imagine que c'est l'outil de demain. Mais moi qui suis, je m'estime déjà assez âgé maintenant. Je vois que j'ai eu le même problème avec l'émergence de l'informatique, avec Internet, avec les réseaux sociaux. À chaque nouvelle technologie et chaque nouvelle interaction, bah, on a eu à chaque fois des menaces, des craintes. Puis là, on renouvelle un peu ce schéma-là hein, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'agilité. Hein. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que finalement, chez nous, effectivement, il faut passer certains obstacles aussi qui sont liés à la crainte et à la peur. Mm, tout à fait. Et comment tu le fais? Bah, c'est la sensibilisation, c'est les Ouais, chartes, c'est de sécuriser au maximum les employés dans un service RH. Mon but, c'est d'être là et d'être soutenant pour les autres. ouais. Isaline, je vois que tu as levé la main, tu veux rebondir? Je voulais juste répondre. C'est pas tellement la crainte que l'IA générative remplace notre intelligence, mais chez nous, c'est très, très concret parce qu'on mesure le temps économisé sur des tâches par de l'IA plutôt voilà, type robot et autres et machine learning. Et on est très. Enfin voilà, il y a des choses qui vont extrêmement vite et en fait, cette part du travail administratif dans le temps des gens, elle diminue énormément. Donc, c'est pas juste une peur, c'est concret. Et il faut que les gens ils se forment et puis qu'ils anticipent et qu'ils fassent autre chose en fait, qu'ils savent. La plupart, ils ont déjà plein d'autres cordes à leur arc qu'ils peuvent offrir aux clients. Euh, mais c'est quand même très concret. Ouais, c'est le renouvellement des métiers. Il y a aussi une agilité à avoir avec, en fait. Hein. C'est Manon, égal. je voulais quand même répondre à Isaline là-dessus. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'effectivement, on réduit les tâches à faible valeur ajoutée. Donc là, ce qu'elle décrit, elle décrit avec ces automatisations, qui ne sont pas de l'IA hein, d'ailleurs. Là, ça parlera plus à Vincent, où on est sur des petits outils qui vont aller finalement plutôt dans l'automatisation des tâches, des robots motion ou des makes, qui sont là pour compléter plutôt l'intelligence artificielle. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, ça réduit drastiquement les tâches à faible valeur. Mais qui sont des fois des tâches qui peuvent être reposantes ou pas trop stressantes. Et du C'est coup, bon, j'entends. on se retrouve à J'entends. faire des J'entends. prompts hyper bien structurés, comme Jian nous en a montré l'exemple. C'est pas non plus donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de concentration. Ça, c'est très complexe. En fait, il faut avoir une vision très, très, très large du problème. Et en fait, pour toutes les tâches un peu plus répétitives, qui des fois, enfin voilà, ça demande de former beaucoup de. Et le risque demain, Certains Isaline, c'est peuvent que et certains peuvent pas en fait évoluer le, vers ce genre de compétences. mais le risque, Isaline, que je vois aussi, c'est que j'imagine qu'effectivement, quand on va changer de travail demain, bah, moi, je vais partir avec ma clique de petits GPT ou de petits bots. Donc, j'imagine très bien que la productivité, elle va être méga amplifiée chez tout le monde. C'est pas simplement une personne. Parce que là, on voit qu'on n'est qu'à une seule année, finalement, de création de ces types d'outils. Donc, j'imagine effectivement que la pression, elle risque d'être très, très forte si on ne prend pas le temps de préserver l'équilibre vie pro, vie perso. C'est C'est juste. ça. Cette Ouais, donc, accélération. il y a des enjeux de formation. On arrive gentiment au bout de ce webinaire. Moi, ce que je retiens, c'est que ça prend du temps, en fait, à initier, mais en même temps, bah, on peut très rapidement mettre des choses en place. On peut très rapidement tester des choses, y aller, et puis, en fait, il y a même un besoin de plutôt y aller plutôt que de se freiner. Je pense que c'est un peu ce que aussi, Jeanne, tu voulu montrer au tout début avec ton introduction, ne pas rester dans l'inaction. Et puis, bah, c'est vrai qu'on a voulu montrer un peu différents contextes, voilà, secteur privé, secteur public, pour voir comment ça se matérialise aujourd'hui, parce que je pense que c'est un thème qui est nouveau. On a aussi voulu faire le lien avec la culture agile, avec la façon de fonctionner. Et bah, on voit qu'il y a des liens assez évidents que Jen a pu mettre en avant. C'est vrai qu'avec l'IA, on entend parler de distribution du pouvoir, on entend parler ouais, d'être plus réactif, de devoir faire parler notre créativité, notre innovation. On souhaite que les employés prennent des initiatives, soient autonomes dans la gestion de ces tiers. Donc, on voit qu'il y a un lien évident. Après, ben, comment chacun va l'initier, ben, ça, c'est aussi propre à la culture déjà existante, à la structure déjà en place. Et puis, ben, je pense que
en gros, on est au début de quelque chose qui va beaucoup prendre de l'ampleur dans les années à venir. En tout cas, je voulais vous remercier tous pour votre intervention et vos témoignages qui étaient vraiment précieux pour se représenter un petit peu plus ce qu'il en est. Et puis, je vais conclure ce webinaire en introduisant nos prochains événements. Donc, on a le plaisir d'ouvrir tout bientôt la billetterie de la conférence annuelle qui aura lieu le 12 septembre à l'HETSL à Lausanne. Donc, vous verrez un programme riche, comme d'habitude, avec différentes interventions, des témoignages aussi d'entreprises, des ateliers, et puis le thème qu'on va initier, et notamment dans la conférence introductive avec ma collègue Céline Desmarais de la HUIGVD, c'est l'agilité organisationnelle, nouveau bullshit managérial. Donc, on veut s'inscrire dans ce débat. On veut parler aussi comment il y a peut-être un effet de mode autour de ces thèmes, au même titre que l'IA, et parler aussi de comment il y a peut-être ça, et peut-être aussi un besoin aussi requis de l'environnement. Donc, on traitera de ce thème en priorité. On se réjouit beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à participer à l'évaluation de ce webinaire, parce que pour nous, c'est hyper important de pouvoir s'améliorer. En tout cas, merci à tous de votre participation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion dans d'autres espaces de continuer les échanges qui sont toujours riches. Je vous souhaite à tous une très bonne suite de journée, même début de journée, et puis à très vite. Au revoir.